Les préférences motrices révolutionnent notre manière d'appréhender le mouvement au service des pros de la santé et du sport. Dans cette capsule, les préférences pour les nuls, et oui, on a osé, on vous explique les préférences motrices et on vous dit comment on s'en sert pour individualiser les soins et la performance. En avant les préférences. On commence ce tour d'horizon pour les nuls des préférences motrices par un coureur qui s'est trouvé blessé. C'est un coureur qui jusque-là n'avait aucun souci. Regardez-le bouger. On voit cette tendance à rester proche du sol, à bien dérouler. Mais il allait suivre un professionnel du sport et puis de la santé qui lui a expliqué que c'est pas comme ça qu'il fallait courir, qu'il valait mieux aller sur l'avant-pied. Résultat, claquage du mollet. Sa physio l'a juste vu en train de bouger, lui a expliqué que courir comme il était, c'était bien. La question est posée. Peut-on se permettre de blesser quand on est supposé soigner? Comment un physio peut juste regarder une personne et lui dire, alors qu'il n'a pas de problème, que ça ne va pas? Eh bien simplement parce qu'un modèle, c'est dominant, c'est le modèle unique. Ce modèle unique, il y en a d'autres qui en ont souffert. Elle s'appelle Stéphanie à droite. À gauche, vous voyez la foulée de Lilou. Eh bien cette foulée de Lilou, c'est bien, c'est fou, non? Puis la foulée de Stéphanie, c'est joli aussi. Mais souvent, on oublie. Stéphanie, comme vous la voyez là, et Lilou ont exactement le même niveau de performance, 15 km/h de VMA. La seule différence, c'est que Stéphanie s'est payé un coach pour préparer le marathon. Et vous savez quoi? Le coach lui a expliqué qu'il fallait courir avant-pied. Une nouvelle fois, 3 mois d'arrêt complet. Et comme ça, on en a vu des dizaines, pour pas dire des centaines, ces dernières années. Pourquoi? Parce que le modèle unique a frappé. Il s'agissait de courir avant-pied et de rebondir. Comme si le coach n'avait pas pu regarder Stéphanie. Son bassin large, ses muscles galbés, sa course en déroulé, c'est pourtant quand même simple de regarder. On continue à regarder les préférences à travers différents sports. Ici, le triple saut. Vous avez Zango, qui un peu après a battu le record du monde du triple saut en salle. Eh bien, regardez leur manière de faire. Regardez déjà de nouveau son corps galbé. Regardez comment il court, regardez comment il saute, ce système d'ancrage. On voit qu'il déploie de la force. Il termine enfin son saut assis dans le sable, comme la quasi-totalité des entraîneurs de saut disent. Cela, ça s'appelle terminer son saut. Le modèle unique, une fois arrivé dans le sable, consiste à appuyer ses pieds, à chasser le sable et à venir s'asseoir. Encore faut-il pouvoir s'asseoir. Regardez maintenant Jonathan Edwards, une légende du triple saut. Là, on le voit quand il bat pour une des premières fois le record du monde de triple saut, et cette fois, c'est à l'extérieur. Eh bien, est-ce qu'il termine son saut? On le voit léger sur la piste, on pourrait dire tout en extension, il vole, il termine tout debout. Voilà, c'est un record du monde, et pour autant, il n'a pas respecté les consignes que la quasi-totalité des entraîneurs donnent. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne lui convient pas. On pourrait demander à Bob Beamon, quand il faisait de la longueur, eh bien vous verriez qu'à chaque fois, il termine tout debout, comme le fait Jonathan Edwards. Et pour autant, visiblement, ils ne sont pas mauvais. Ce système, qui est le système unique, là, on est passé sur un système plutôt en flexion en arrivant dans le sable, eh bien, on l'a vu aussi s'appliquer, ce système en flexion, à d'autres sports, comme par exemple le golf. On regarde, ça s'appelle le modèle Leadbetter et Nick Faldo. Nick Faldo, c'était l'athlète qui a été le meilleur golfeur, un des meilleurs golfeurs dans les années 80. Leadbetter, c'était le coach, et Leadbetter expliquait, ça convenait très bien à Nick Faldo, un coach, une théorie, et puis un sportif qui a les besoins de cette théorie, et tout roule. Eh bien, on voit Nick Faldo en système flexion qui s'ancre bien. On rajoute un petit peu de facteur X, dissociation d'épaule, et c'est le modèle qui a dominé dans les années 80 le golf partout à travers le monde. Ça avait du sens de développer ce modèle, mais est-ce que tout le monde le réalise? On y reviendra. Voilà. On dit quoi? Modèle unique quand tu nous tiens. On va reparler de personnes comme McIlroy, on va reparler de personnes comme Tiger Woods, et on va voir s'ils respectent ce qu'il a été présenté comme étant la bonne manière de faire. À ce stade, on a passé des modèles uniques plus en extension dans la course, et puis plus en flexion dans d'autres sports. Eh bien, on pourrait sortir de ce modèle unique si on accepte de dire que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tout le monde peut avoir des manières très spécifiques de réaliser une performance. Et donc, posons la question de ce qu'on appelle, nous, des préférences, c'est-à-dire des espèces de modèles uniques que les personnes vont réaliser pour aller au meilleur d'eux-mêmes. Alors, une préférence, c'est quoi?
Pour le savoir, on vous propose par exemple de croiser les jambes. Vous ne voyez peut-être pas là comme je suis pris par la caméra, mais moi si je croise les jambes, allez, 9 fois sur 10, je vais croiser ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche. 50% de la population va faire à peu près l'inverse. Ça s'appelle une préférence. Remarquez que je peux faire autrement. Une préférence n'est pas une obligation. Je peux le faire aussi, ma préférence, venir la réaliser par exemple en croisant les doigts. Gauche au-dessus, en croisant les mains. Gauche au-dessus. Mais si je demandais à toute une population, eh bien j'aurais à peu près la même quantité de gauche que de droite, à peu près la même quantité de gauche avec mes bras que de droite, à peu près la même quantité de gauche que de droite au niveau de mes jambes. Et donc on voit qu'il y a des manières spontanées, naturelles de faire, qui sont différenciées. On pourrait le faire avec la tête. Si j'amène ma tête côté gauche, elle est facile à tourner. Côté droit, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on peut le faire sur une impulsion, sur la manière de tourner sur soi. Il y a 1000 manières de montrer qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Et si je ne réalise pas ma préférence, je peux tout à fait faire ça, c'est-à-dire mettre mon pouce droit au-dessus, plutôt que mon pouce gauche. J'arrive à le faire simplement. Je suis un peu crispé, je n'ai pas des bonnes sensations. On va le voir, une préférence se voit sur le visage, cette crispation, c'est ça. J'aurais tendance à utiliser mes yeux, donc ma conscience qui est en train de me regarder. Pourquoi ? Pour réguler un mouvement que je ne connais pas bien. Je n'ai pas une autoroute en moi qui me mène directement à la solution. Eh bien, il faut que je drive de pas en pas ma solution, ce qui fait que je vais dépenser plus d'énergie pour un résultat qui est moins bon. Eh bien, ça, ce sera une contre-préférence. Donc une préférence, c'est un geste qui demande peu d'efforts pour atteindre un bon niveau de performance, c'est donc efficient, avec des sensations positives, pas de crispation, peu d'utilisation de la vision, donc peu de contrôle de mon corps, je dis bien une vision qui revient sur soi, peu de pensée consciente, ce qui veut dire que ça libère notre tête pour penser à l'externe, c'est donc une stratégie, c'est-à-dire une intention, peu de correction. Une performance, c'est le respect de vos besoins qui libère vos forces et ça s'appelle une préférence. Que voulez-vous ? Nous ne fonctionnons pas tous à l'inverse. Alors une préférence, c'est pas quoi ? Vous l'avez déjà compris, c'est pas un modèle unique. C'est une direction et ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une justification à tout. L'espèce humaine, rappelons-le, est adaptable. On peut décider de travailler dans ses préférences, on peut décider de travailler à l'étape d'après de ses préférences. Une préférence, c'est une identité, mais c'est en même temps une altérité. On est capable de devenir dans ses préférences. Donc une phrase du type « alors je suis aérien, alors je dois servir absolument comme ça », je dois absolument venir courir comme ça, c'est pas acceptable. On utilise les préférences comme une connaissance pour éclairer des questions, pour résoudre des problèmes, pas pour justifier tout ce qui nous intéresse. Le contexte, c'est-à-dire une situation concrète, un sportif qui est en facilité ou qui est en difficulté domine. Et ce contexte, on va l'éclairer, la préférence va nous aider à comprendre. Une autre manière de le dire, c'est que le sport ou l'activité dicte les règles, les préférences dictent le besoin. Et ce besoin, il s'exprime à la rencontre de quelque chose en moi qui m'amène à bouger d'une certaine manière et des contraintes liées à mon environnement. Cette préférence, c'est quoi étant posée ? Je vous propose de passer à l'étape, regarder des corps en flexion, regarder des corps en extension. Et pour les regarder, je vous propose d'abord de regarder ces deux coureurs en action. Le coureur de gauche, c'est lui qui m'a amené à parler de système terrien. Pourquoi ? Parce que j'avais le sentiment qu'il était collé au sol, que sa course, elle tenait dans le sol. Je me dis, qu'est-ce qu'il est proche du sol ? C'était mon premier coureur terrien. Avant, comme j'avais le modèle du muscle, je parlais plutôt de personnes contractiles, le muscle qui se contracte, ou de personnes élastiques, le muscle qui s'étend. Et ensuite, c'est devenu les coureurs terriens, les coureurs aériens, les motricités terriennes et les motricités aériennes. Si vous regardez donc ce coureur de gauche, là, on voit qu'il est proche du sol. Son centre de gravité rase davantage, comparativement au coureur de droite, dont on voit qu'il est plus en extension, son centre de gravité est plus oscillant, il reste plus longtemps en l'air. Un terrien reste plus longtemps dans le sol, un aérien reste plus longtemps en l'air. Donc c'est le premier critère d'observation pour différencier un mouvement qui est plus en flexion d'un mouvement qui est plus en extension. On va parler de flexion poussée et extension rebond. Eh bien, le premier critère, c'est qu'on se dit la personne me semble plus légère ou plus ancrée, plus longue dans l'air ou plus longue au sol.
En science, on calcule le rapport de l'un à l'autre quand c'est un sport de déplacement et on appelle ça le duty factor. Et donc plus long c'est en l'air, plus on sera aérien, plus long c'est dans le sol, plus on sera de type terrien, donc en flexion. Alors on peut, plutôt qu'avoir une impression générale de légèreté ou d'ancrage, venir prendre des points précis. Un point précis qu'on peut observer, c'est la flexion de hanche. On regarde l'angle entre le tronc et la hanche dans un temps clé du mouvement, et puis plus cet angle il est fermé, et bien plus on a un corps qui agit en flexion, plus cet angle est ouvert, plus le corps agit en extension. Alors ce qui vaut pour le coureur, ça vaut aussi tout autant pour le golfeur. Visez la hanche de Tiger Woods, l'extension de sa jambe, le rebond dans le swing, regardez sa tête qui descend et qui monte, rien à voir avec la flexion de Dustin Johnson, sa stabilité. On a deux merveilleux joueurs et deux styles très différents. Alors bien entendu, flexion et extension relèvent plus d'un curseur plutôt que deux grandes cases. Toutes les motricités relèvent plutôt de curseurs. Il ne s'agit pas d'être biphasique, de se dire il y a une chose et puis il y a l'autre. Il y a en fait, c'est de la dentelle, il y a une espèce d'éventail. On appelle ça un curseur ou un continuum de flexion et puis d'extension. Ici, vous voyez la flexion habituelle de Luke Donald dans le golf, de McIlroy et puis Tiger. Éventail de plus de flexion ou de plus d'extension. Cet éventail, on le retrouvera à l'identique dans le tennis à présent. Regardez les hanches de Federer, celles de Schwartzmann en préparation de coup droit. Rien à voir, n'est-ce pas? Et pour autant, de nouveau, deux merveilleux joueurs. Un qui prépare, on regarde la préparation plutôt que le moment où ça vient frapper la balle. On regarde la préparation, le moment où la raquette est loin derrière. On voit une préparation plus en flexion, donc ça veut dire plus longue dans le sol. Et une préparation plus en extension chez Federer, ça veut dire aussi plus haute et plus courte dans le sol. Alors cette fois, on peut continuer avec le tennis, avec d'un côté Federer et Raonic à présent sur le coup droit. Vous voyez un changement. De nouveau, nos points de repère, la hanche ou le genou, plus fermé chez quelqu'un qui est en flexion, plus ouverte chez quelqu'un qui est en extension. Cela vaut pour chaque mouvement, coup droit et revers. En flexion, je suis long au sol. Je me prépare à pousser, à avancer, à traverser la balle. Mouvement plus horizontal. J'ai préparé en flexion derrière, j'agis en extension devant. Énergie, force plus horizontale. En extension, je suis court au sol, je suis haut, je me prépare à rebondir, à monter et à frapper la balle. Le mouvement est beaucoup plus dans la verticale. Bien sûr, tout le monde va agir dans l'horizontale et dans la verticale. On parle de préférence, donc de poids plus important dans un versant ou dans l'autre. Si je continue sur les hanches, eh bien regardez les hanches de Zango et puis de Jonathan Edwards, eh bien on voit de nouveau Zango qui sur le premier cloche, vous voyez, la reprise d'appui droite est beaucoup plus en flexion, et sur le deuxième cloche, reprise d'appui gauche, avant le saut final, de nouveau plus en flexion. Temps d'application de la force plus long ou plus court, flexion de hanche ou extension de hanche. On peut passer comme ça tous les sports, on verra chaque fois les mêmes tendances. Allez, un petit tour du côté de la course à pied, là on est avec les marathoniens. Regardez le premier coureur sur fond rouge, admirez ce splendide talon au moment du contact dans le sol, que va précéder un système de déroulé. Cette cuisse bien galbée, cette hanche bien fléchie, comparée au second coureur sur fond bleu, qu'est-ce que vous en pensez? De nouveau, on voit plus d'extension, plus d'avant-pied, ou plus de flexion, plus de talon en mode déroulé. Donc là, on est en train, je vous ai proposé les hanches, je vous ai proposé les genoux, on est en train de passer au niveau de la cheville, et puis du touch, de la manière dont le pied se pose dans le sol. Alors, plutôt talon ou plutôt plante? Alors, quand on regarde dans la population, on voit de tout dans l'éventail des poses de pied. Talon, à plat ou avant-pied sont dans l'ordre des choses. Mais attention, là, ce n'est pas du kiff-kiff. Dans une population caucasienne, c'est-à-dire originaire du Caucase, donc ça veut dire d'Europe, donc c'est la même chose pour l'Amérique du Nord. Attention, parce qu'il y a des critères ethniques derrière. Vous ne verrez pas la même chose si vous allez en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest, ou alors si on va en Asie, parce que ce n'est pas les mêmes types. Il y a toujours toutes ces manières de bouger, mais les proportions diffèrent. Donc, chez les gens d'origine caucasienne, on a à peu près 10% seulement de courses avant-pied dans la population. À peu près 10% à plat et environ 80% en pose talon. Donc si on regarde par exemple sur 1840 participants au marathon de Boston, eh bien l'angle moyen de pose de pied, donc ici c'est le sol, ici c'est mon talon et là je fais le touch.
Et donc, je vais avancer par là. L'angle moyen, c'est à peu près ça, 17 degrés. Mais bien évidemment, les gens qui vont présenter avec leur corps plus d'extension, eux, ils sont en moyenne plutôt à 10 degrés, donc pied un peu plus à plat. Et ceux qui sont plus en flexion, eh bien, ils vont présenter plus de talons avec un angle moyen de l'ordre de 25 degrés. Donc, de nouveau, plus de talons qui va avec plus de flexion ou plus d'extension qui va avec un peu moins de talons. Souvent, nos têtes disent talons ou avant-pied, de nouveau, pensez à ce système d'éventail et donc de continuité. Alors pourquoi il y a ce plus de talons ou plus d'avant-pied? Eh bien, pour venir l'expliquer, on a besoin de passer par deux modèles qu'on appelle en science, le modèle de la poulie et le modèle de ressort. Pour ça, comprenons que plus de talons va avec plus de flexion. Remarquez comment c'est pas bête ce système. Quand plus d'extension induit plus d'avant-pied. Dans les motricités, le doux s'accorde toujours au dur. Je m'explique. Dur en dessous, c'est ce qu'on appelle le talon. C'est doux au-dessus, c'est ce qu'on appelle de la flexion. Vous voyez, la voiture qui serait un petit peu sur les jantes, mais avec des super amortisseurs. Eh bien, c'est le système de mouvement en flexion. À l'inverse, doux en dessous, c'est de l'avant-pied. Eh bien, c'est dur au-dessus. Donc, ça veut dire que c'est les articulations qui bougent beaucoup moins et qui proposent un corps plus en extension. Dur plus dur, ça ne va pas. Doux plus doux, ça n'irait pas. Avant-pied avec beaucoup de flexion, vous ne pouvez pas tenir debout. Talon avec beaucoup d'extension, ça donne un grand nombre de pathologies, ça donne de la vibration. Donc, deux modèles optimisés qui associent le doux plutôt en dessous ou plutôt au-dessus. Ça s'appelle être en extension ou ça s'appelle être en flexion. Les deux modèles utilisés en science pour représenter ces deux manières de bouger, eh bien dans un cas, le modèle de l'extension, c'est ce qu'on appelle le modèle du ressort. Le corps est un ressort, on l'assimile, lui, son poids à un centre de masse, et ce centre de masse va venir appuyer au moment du contact sur un ressort. Le ressort se comprime, on pourrait aussi dire que les élastiques du corps s'étendent, c'est la même manière de l'exprimer, ce qui permet d'emmagasiner de l'énergie qui est ensuite renvoyée. À l'inverse, on joue plutôt dans la flexion, une personne peut jouer dans la flexion, dans quel cas ce corps avec ce poids, il est doté de poulies, qui sont les articulations tout simplement, qui permettent elles de rouler et donc de passer sur l'appui. Les poulies roule, le ressort se comprime et renvoie, plus en flexion ou plus en extension. Remarquez que ça va avec une énergie plus horizontale, flexion et poussée, ou plus verticale, extension, rebond. La seule manière de comprendre, juste dire, d'expliquer ces deux modèles, nous permet d'évacuer l'ensemble des consignes qu'ont expliqué qu'il ne fallait surtout pas, par exemple, poser le pied en avant du centre de gravité quand on était en train de courir. Ces consignes le disaient parce qu'elles s'exprimaient seulement selon le modèle du ressort. Et donc, elles disaient, si vous appuyez votre pied en avant de votre centre de gravité, vous appliquez une force dans le sol qui va dans ce sens-là, et votre corps va être envoyé par le simple principe d'action-réaction cher à Newton, va être envoyé dans le sens opposé. Donc, mettez votre pied juste en dessous du centre de gravité si vous voulez courir sans vous blesser et en ayant un bon rendement. Sauf que, pas de bol, une fois qu'on a intégré le modèle de la poulie, on comprend qu'on peut tout à fait poser le pied en talon à l'avant du centre de gravité. Pourquoi? Parce qu'une poulie, eh bien, si vous appliquez une force dans un sens, elle applique la force résultante dans l'autre sens. Vous voyez comme quoi l'analyse du mouvement va dépendre du curseur et va dépendre des modèles sur lesquels vous appuyez pour pouvoir le comprendre. À propos de modèles, en comparaison avec des animaux, on pourrait parler de modèle de l'éléphant, ou modèle pachyderme, et du modèle du kangourou. Alors bien sûr, pour le modèle pachyderme, vous allez dire que vous n'allez pas vouloir être comparé à un éléphant ou à un pachyderme, que vous n'aimez pas. Eh bien, abstenez-vous de juger, vous allez voir combien un animal, comment, on peut se poser cette question, un animal qui fait 5 tonnes peut réaliser des migrations de plus de 1000 km, c'est ce que font les troupes d'éléphants, pour aller manger de l'herbe et des feuilles un petit peu plus loin. Quand même, il faut vouloir. Eh bien, comment il fait? Sachez que l'éléphant, c'est l'animal mesuré le plus économe par kilo de poids de corps. Le champion du rendement par kilo de poids de corps. Et comment il fait?
Eh bien, par exemple, à 20 km/h, quand il se déplace à 20 km/h, il oscille, donc son poids monte et descend de moins d'un centimètre. Certes, il est lourd, mais il est lourd par sa masse, il n'est pas lourd par son poids, dans la mesure où il va peu ajouter de poids, puisqu'il ne vient pas jouer dans la pesanteur. Il s'abstrait à la pesanteur, en partie, bien évidemment, en venant raser le sol. Voilà, ça s'appelle de l'intelligence en mouvement. Rien à voir avec le kangourou, qui lui aussi a de l'intelligence en mouvement, mais pas dans le même type de mouvement. Vous pouvez l'admirer par le fait qu'à 30 km/h, il dépense peu d'énergie, pas beaucoup plus qu'à 20 km/h. Vous dites, pour courir vite, ça va être génial. Ça s'appelle le modèle du ressort. Il rebondit, il récupère l'énergie du mouvement précédent. S'il y a plus d'énergie par le mouvement précédent, eh bien, je peux entretenir ma vitesse, comme un coureur, par exemple, de vitesse en extension est quelqu'un qui termine très bien ses courses parce qu'il va récupérer le mouvement du mouvement précédent. Il va récupérer cette énergie du mouvement précédent. Mais regardez aussi un kangourou quand il doit maintenant tenir en posture et puis se déplacer à 3 mètres de ce qui le sépare de son voisin. Là, il est en grande difficulté. L'équilibre en position puis la proximité, c'est pas la force du kangourou. Chacun ses forces, chacun ses fragilités. C'est ça qu'on appelle des modèles optimisés. On ne peut pas tout faire, on a simplement des endroits où on est le mieux et puis des endroits où on est un petit peu moins bien. Si les endroits qui ne présentaient que du mieux existaient, il n'y aurait qu'une seule manière de bouger, ça aurait été sélectionné. C'est ça le principe de la sélection naturelle, ça ne garde que ce qui est bon. Si on voit depuis si longtemps et dans tous les animaux et dans toutes les motricités humaines des modèles différents, c'est que les deux sont bonnes. Ça, on l'a montré par 3 publications aujourd'hui, faites par l'équipe Volodalen, qu'on a montré avec des coureurs à pied, qu'aux vitesses de course habituelles des coureurs, les coureurs en flexion et ceux en extension ont le même rendement, autant dire, leur moteur consomme exactement la même chose. C'est pour ça qu'ils sont aussi performants l'un que l'autre. Vous avez un coureur à votre droite, une coureuse à votre gauche, il y en a un qui rebondit, il y a l'autre qui est plutôt en train de pousser, même expérience de 10 ans de course à pied, même rendement, mais mouvements différents. Les deux manières de faire sont OK. Pousser ou rebondir, c'est bon, c'est selon simplement votre besoin, donc qui vous êtes. Je vous propose de continuer dans ce qui vous êtes. En passant, vous avez vu, je vous ai beaucoup plus parlé pour le moment de flexion et d'extension. J'ai commencé à évoquer les notions de terrien aérien. Eh bien, terrien aérien, on y vient à travers 2 définitions. Le terrien, c'est celui qui reste plus proche du sol, donc en course plus longtemps au sol. Comparativement à l'aérien, c'est celui qui reste plus longtemps en l'air. Première définition, je vous en ai déjà parlé, celui qui est plus en l'air, centre de gravité haut placé, comparativement à celui qui est plus au sol, centre de gravité plus bas placé. En science, je vous l'ai déjà dit, je le répète, on parle de duty factor pour exprimer le rapport de l'un à l'autre. On peut le mesurer avec un simple accéléromètre. Ici, au labo Volodalen, on a développé des suites d'algorithmes qui nous permettent de déterminer si un coureur est plus en extension ou plus en flexion, donc plus aérien ou plus terrien, selon cette définition. Mais en revanche, il existe une autre définition de terrien aérien, et cette définition a un rapport à l'équilibre. Pour le comprendre, il nous faut passer par l'intermédiaire des chaînes musculaires préférées de votre corps. Pourquoi ? Parce que parler de préférence, c'est parler de force de survie. Pour survivre, il faut impérativement sauver le soldat cerveau. Manger, boire, respirer et ne pas tomber. C'est un indispensable pour votre cerveau qui, remarquez, est placé plutôt relativement haut et qui, lui seul, n'a pas matière à venir éviter une chute. Donc il doit contrôler des chaînes musculaires qui vont faire en sorte qu'il ne tombe pas. C'est indispensable pour lui. Pour ne pas tomber et pouvoir se déplacer, on dispose, si on regarde nos plans dans l'espace, et là je vais parler du plan arrière-avant, on parle de plan sagittal, on a en gros 2 manières de faire. Je peux mettre mon poids sur l'avant, et je répète, vous devez tenir en posture, mais en même temps vous déplacer. Si vous restez complètement à la verticale, vous allez tenir en posture, mais vous ne pourrez pas vous déplacer, donc il faut mettre un différentiel, ou vers l'avant, ou vers l'arrière. Certains vont mettre le poids vers l'avant, pour ne pas tomber,
Et donc, si je mets mon poids sur l'avant et que j'ai pas peur de tomber, c'est ça le principe de survie. Une préférence, c'est une intelligence. Si on pense que le corps est bête, on peut pas comprendre les préférences. Il faut d'abord penser un système intelligent. Eh bien, si je mets mon poids sur l'avant, c'est que je n'ai pas peur de tomber en avant. Et comment je fais pour ne pas tomber en avant avec un poids qui est sur l'avant? Eh bien, il faut bien que je connaisse les muscles qui sont situés à l'arrière de mon corps, chaîne musculaire postérieure. À l'inverse, je viens osciller, je trouve que quand je mets mon poids derrière, eh bien, je me sens plutôt à l'aise. Derrière, c'est nécessairement en flexion. Si vous mettez derrière en extension, vous êtes comme Monsieur Culbuto dans Oui Oui, vous êtes arrivé sur votre talon, et là, vous essayez d'utiliser le talon juste en posture. C'est impossible, vous devez avoir tous vos pieds dans le sol pour activer des chaînes musculaires. Et donc, vous allez vers l'arrière, vous positionnez en flexion, et là, vous vous trouvez bien. Eh bien, si vous vous trouvez bien, c'est que vous n'avez pas peur de tomber en arrière. Si vous n'avez pas peur de tomber en arrière, c'est que vous utilisez les muscles qui sont situés à l'avant. On parle de chaînes musculaires antérieures, ou plutôt même antéro-internes, comparativement aux chaînes musculaires postérieures. Et là, on va parler plutôt de postéro-externes. Remarquez donc qu'il y a un rapport entre les paramètres biomécaniques quand vous bougez. Ceux qui sont en rebond ont tendance à plutôt placer leur poids sur l'avant. C'est une étude qu'on a publiée. Les gens qui sont aériens mettent plutôt leur poids à 58% de la longueur de leurs pieds contre 43% pour les gens qui sont plus terriens. Vous voyez, hein, c'est pas non plus complètement talon ni complètement avant-pied. Hein. Si on prend un pied qui a à peu près cette longueur, ça veut dire que la différence pour le centre de masse, positionnement, c'est ça. Alors vous allez dire, mais c'est pas beaucoup ça, mais pour le système nerveux, c'est énorme, puisque c'est pas les mêmes activations de chaînes musculaires, c'est pas les mêmes relations entre les parties cérébrales qui fonctionnent et le lien avec des chaînes. Donc plutôt chaîne postérieure quand j'ai mon poids devant, plutôt chaîne antérieure quand j'ai mon poids derrière. Et remarquez comme c'est bien fait. Donc rapport entre mouvement plus oscillant et chaîne postérieure qui donne un centre de gravité plus sur l'avant, mouvement plus en poussée, chaîne antérieure qui donne un centre de gravité plutôt positionné sur l'arrière et en flexion. Et regardez comment le système est magique. Si vous regardez ces chaînes musculaires antérieures et que vous les activez, vous allez voir que vous créez nécessairement de la flexion. Si vous activez, si vous contractez les muscles qui sont situés à l'avant de votre corps, eh bien vous vous préparez en ouverture et vous agissez en fermeture et en flexion. À l'inverse, si vous agissez avec les muscles arrière, donc si vous contractez les muscles arrière, vous allez monter votre centre de masse et vous allez créer plutôt de l'extension. Et on pourrait même ajouter, c'est un corps qui souffre de l'extension et de l'abduction. On peut dire que quelqu'un qui est terrien, c'est une fleur ouverte en préparation et qui se ferme en action. À l'inverse, quelqu'un qui est aérien, c'est une fleur fermée en préparation et qui est ouverte dans l'action. Vous voyez, cette fois, on est passé par les chaînes musculaires, les relations entre le système nerveux et les chaînes musculaires pour expliquer une position, pour expliquer un mouvement, pour expliquer des activations musculaires. Eh bien, tout ça, c'est les préférences. Et ça fait que, si j'ai compris le positionnement de ces chaînes musculaires et le rapport avec l'équilibre, eh bien, je peux évaluer le système terrien et aérien de plein de manières. Je peux voir, par exemple, qu'un footballeur aérien, puisqu'il connaît très bien ses chaînes postérieures, il va les utiliser un peu plus, il va faire un petit peu plus d'extérieur de pied, c'est ce qu'il sait faire. Et si j'utilise mon extérieur, je vais plutôt, par exemple, venir passer mon adversaire en faisant des crochets extérieurs, comparativement au terrien, qui aime bien les muscles situés sur l'avant, qui crée plutôt de l'adduction. Eh bien, lui va préférer faire de la flexion, pronation sur le pied, adduction, eh bien, il va faire plutôt du crochet intérieur. Imaginez la fleur et vous avez tout devant vous. Cette fleur qui se ferme en posture et qui s'ouvre en ouverture, c'est la fleur aérienne. C'est une chaîne postérieure d'extension. Une fleur qui s'ouvre en posture et qui se ferme en préparation, c'est une fleur terrienne qui vient plutôt jouer sur des chaînes antérieures. Dès lors, on peut réaliser 1000 autres petits tests pratiques, c'est savoir si on est plus terrien ou plus aérien. Par exemple, vous vous mettez debout, vous partez de la verticale, vous vous penchez vite sur l'avant, et puis vous arrêtez avant-pied. Et là, vous vous dites quoi? Ça va? Je suis bien? Les sensations sont au cœur des préférences. À l'inverse, vous pouvez partir de cette verticale, poup, vous asseoir rapidement, et puis voir si vous êtes à l'aise
Bien sûr, vous ne mettez pas de chaise, hein. Vous asseyez, vous prenez votre corps qui vient prendre la forme de chaise, puis vous voyez si à l'arrière vous êtes bien. On a des tests qui consistent par exemple à prendre une bouteille qui est présentée à l'horizontale, à cet endroit-là, et on voit en fait que les aériens ont une tendance à ouvrir la main, tout simplement parce qu'ils contractent les muscles postérieurs, et ça a tendance, quand le bras est en extension, à venir ouvrir la main, comparativement aux terriens qui ont une tendance, 8 ou 9 fois sur 10, à venir prendre l'objet rond par-dessus, parce qu'ils jouent plus avec les muscles qui sont antérieurs, donc plus de rotation interne et plus d'adduction. En formation, si vous voulez suivre nos formations, on a ainsi un protocole de 7 tests et puis d'observables qui vous permettent de déterminer si vous êtes plutôt terrien ou aérien. Si on se rappelle bien, attention, l'objectif premier, c'est d'éclairer la performance ou alors d'éviter d'avoir des soucis ou alors de soigner les blessures. Ce n'est pas de savoir si vous êtes terrien ou aérien, c'est de l'intelligence utilisée au service de l'objectif d'un sportif. Maintenant, on a déjà pas mal avancé. À ce stade, on peut poser, pour aller à l'étape d'après, on peut se poser 2 questions. D'où ça vient ces histoires et puis comment on s'en sert? Eh bien, pour ça, je vous propose d'admirer ce haka. Regardez ces corps larges en flexion, on est chez les Maoris. Ces mouvements si terriens, ces corps si galbés. Regardez maintenant, et là vous voyez des corps tiges. On est en Afrique de l'Est avec les Maasai. Et regardez leur manière de danser, parce que ça c'est leur danse traditionnelle, c'est des espèces de compétitions de rebond qui rendraient jaloux tous les entraîneurs d'athlètes du monde entier. Eh bien, ces danses traditionnelles dans la verticalité avec des corps tiges traduisent un rapport entre une ethnie, regardez c'est très particulier, une ethnie, une forme de corps donnée, une forme de mouvement donné, puis une forme de culture donnée. Ça interroge beaucoup quand même ça. Hein. Imaginez maintenant les Maasai en train de faire un haka, tout le monde rigolerait. Et imaginez les Maoris en train de faire des systèmes de rebond. Ça ferait rire aussi tout le monde. Voilà, vous avez les préférences devant vous. Il existerait des liens entre anatomie des corps, posture et mouvement. Il suffit d'aller au 19e siècle pour le comprendre. À l'époque, vous aviez tout un tas de scientifiques qui essayaient de comprendre les rapports entre le milieu et puis le corps. 2, qui s'appellent Allen et Bergman, ont proposé les règles d'Allen et de Bergman qui expliquaient qu'un corps a une tendance à venir s'approcher de la bulle, de la boule, quand il vit dans des environnements froids et humides. À l'inverse, un corps a tendance à s'approcher de la ligne quand il vit dans des environnements chauds et secs. Pourquoi ? Selon eux, c'est une adaptation aux conditions environnementales et notamment à la thermorégulation, à la température. Quand il fait froid à l'extérieur, il faut garder sa chaleur à l'intérieur. Et la forme géométrique qui présente le plus de volume et le moins de surface d'échange, eh bien, c'est la bulle, c'est la boule. Et donc, il y aurait tendance, quand on vit dans ces environnements froids ou humides, à développer des corps qui sont plus larges et des mouvements qui vont plus dans le système d'ancrage. Tout l'inverse de la forme géométrique qui présente le plus de surface et le moins de volume, ça s'appelle la ligne, et ça vous donne ces corps-lignes qui peuvent échanger leur chaleur, c'est-à-dire balancer la chaleur à l'extérieur, et qui correspondent à des systèmes beaucoup plus en extension. Généralement, si vous avez un corps comme le mien, vous supportez plus facilement le chaud, et si vous avez un corps qui est plutôt un corps volumineux, vous supportez plus facilement le froid. Eh bien, la préférence, ça pourrait être une adaptation des corps et des mouvements aux conditions de l'environnement, mais attention, sur plusieurs générations. J'ai bien dit, sur plusieurs générations. Progressivement, on aurait une adaptation qui nous amènerait à être le plus en relation avec notre environnement externe. On comprend pourquoi on ne supporte pas quand quelqu'un veut tout justifier sur la base de sa préférence motrice. La préférence motrice, c'est toujours une question qui est posée entre les besoins de votre corps et les conditions de l'environnement. Si on continue sur les 2 questions que j'avais posées, la question est maintenant d'où ça vient. On a quelques idées, je viens de vous l'évoquer. La question est maintenant comment on s'en sert. Eh bien, pour répondre, on doit aborder les exercices qui vont plutôt favoriser la flexion, dans les exercices qu'on appelle de type terrien, et les exercices qu'on appelle plutôt de type aérien, qui vont favoriser l'extension. Eh bien, on va plutôt choisir 4 types d'exercices par type de motricité. Premier type d'exercice pour la flexion, c'est ce qu'on appelle la mobilité. Je n'ai pas dit étirement, j'ai bien dit mobilité. C'est quoi la mobilité ? Eh bien, c'est chaque articulation, on la fait tourner. Alors vous allez dire, mais c'est bizarre, c'était les manières anciennes de s'échauffer, comme si on voulait huiler l'articulation.
Mais en fait, on est rentré dans une neuro. Comprenez bien que le long de vos articulations, tout autour de vos articulations, vous avez des tas de capteurs. Ça veut dire que dès que vous tournez vos articulations, votre corps sait déjà que vous êtes dans le modèle de la poulie. Si une articulation tourne, ça veut dire que vous allez partir en flexion. Si ça part en flexion, votre cerveau, il désactive la partie d'extension en vous, c'est-à-dire la chaîne postérieure, et il active la partie de flexion en vous, c'est-à-dire la chaîne antérieure. Premier exercice terrien, notamment très utile quand les personnes sont en excès de rigidité, c'est l'exercice de mobilité qui va amener votre corps beaucoup plus dans le sol, beaucoup plus, si on parle sur le système nerveux, parasympathique. La mobilité ne suffit pas, parce que si votre corps n'était que mobile, il serait un peu midus, puis vous ne tiendriez pas debout. Donc pour toute motricité, il faut des points fixes. Quel est le point fixe dans un système terrien? C'est son bide, c'est le centre de son corps, activé par les systèmes de flexion, les gros muscles qui sont proches du centre de masse. Eh bien, c'est ce qu'on appelle du gainage en flexion. Donc là, on ne parle pas de planche, on parle d'un corps qui se rapproche de la bulle, qui vient ouvrir, fermer, et là, mon centre est fort, il me protège. Le gainage en flexion, c'est la manière de créer un centre solide pour permettre aux articulations d'être mobiles. Il nous reste maintenant à nous lever. Eh bien, ça fait de quoi se lever? Ça va être créer de la force verticale par la poussée. Bien sûr, on parle de squat, on parle de l'ensemble des exercices qui va vous ancrer dans le sol. Les appuis sont larges, le centre est solide, j'ajoute du poids. La flexion est faite pour porter du poids. Donc les systèmes classiques de développement de la force, c'est des systèmes typiques terriens, et ils ont bien fait de faire comme ça. Et je pousse sans intention d'accélérer. Attention, quand on accélère, on utilise toujours pour partie la chaîne poste. Donc là, c'est bien un système d'ancrage. Nous, on est très soucieux que dans ces exercices, tout aille vers le bas. On n'aime pas trop quand on fait des snatchs comme ça, ou quand on fait des squats avec une tête qui se lève comme ça, des yeux qui se lèvent, parce que ça, c'est un mix de flexion et d'extension. Et beaucoup de systèmes qui n'arrivent plus à évoluer sont des systèmes incohérents. C'est pas que c'est juste ou c'est faux, c'est que la personne fait une chose et l'autre. Et là, le système nerveux, il n'aime pas, il éteint tout. Donc, de ce système d'ancrage à la verticale, je vais progressivement passer à la puissance en ajoutant de l'accélération, mais pour nous, pas de puissance sans stabilité. Quatrième type d'exercice, maintenant il faut que je mette de la force à l'horizontale. La manière de mettre de la force à l'horizontale quand je me suis préparé en flexion derrière, eh bien c'est de pousser devant. Je pose, je passe, je pousse, ça s'appelle un déroulé de pied. Le sol recoule derrière moi. J'utilise cette fois mon extension de hanche pour aller vers l'avant. Donc c'est dans un deuxième temps que l'extension de hanche vient chez le terrien. La flexion précède l'extension, l'ancrage précède la poussée. 4 exercices types pour l'aérien. Le premier des exercices, c'est qu'un aérien, tout son mouvement passe par une chaîne postérieure qui est en fait une chaîne très aponevrotique. Cette chaîne, elle vient créer cette élasticité, elle est à l'arrière, elle peut avoir tendance au fur et à mesure à venir se rétracter. Donc on entretient tout le temps la longueur de la chaîne poste par ce qu'on appelle des étirements globaux de type aérien. J'allonge les muscles à l'arrière et je bouge au niveau des zones de tension. Premier type d'exercice. Deuxième type d'exercice, eh bien, on va créer cette capacité à s'engager vers l'avant et d'avoir un corps fort vers l'avant. C'est ce qu'on appelle le gainage en extension, donc un gainage en ligne. Cette fois, je maîtrise l'espace avant, mon corps est tonique, mes bras sont souples et agiles. Donc c'est bien dans l'engagement, c'est-à-dire qu'avec des aériens, on peut faire du travail dans le sol, mais c'est un travail dans lequel on garde le corps plutôt dans le sens de la ligne. Alors le plus souvent, on fait quand même du gainage, c'est-à-dire on envoie des ballons alors que le poids est sur l'avant, puis le corps est bien en extension, on le fait plutôt à la verticale, mais rien n'est interdit dans les mouvements. Je suis gainé, j'ai pu m'étirer pour mettre en place de systèmes d'élasticité, ne pas tomber dans la rigidité, ce qui malheureusement est le cas de à peu près 7-8 sportifs sur 10. Maintenant, je vais pouvoir exprimer ma force à la verticale. La force à la verticale, c'est le système de rebond. Alors les rebonds à 2 pieds donnent encore plus de verticalité que les rebonds dans lesquels c'est un pied après l'autre. Donc rebond à la verticale, et on va toujours à un niveau de hauteur qui est acceptable pour la personne. C'est-à-dire on doit toujours avoir l'élasticité et pas de bruit. On fait très attention avec les aériens quand on passe de l'élasticité à la rigidité. J'ai mis mon système de rebond pour renforcer ma chaîne musculaire postérieure, renforcer le système bras de levier au niveau de mon pied. Il me reste maintenant à avancer. Et ça, c'est ce qu'on appelle les rebonds horizontaux. Cette fois, je rebondis vers l'avant.
Attention, avec les aériens, on ne s'interdit pas d'utiliser de la flexion. Avec un terrien, on va plutôt parler de squat complet, puis avec un aérien, dans la force verticale, on va plutôt utiliser un quart de squat avec un système d'inversion plus rapide, ça s'appelle le coupling time, capacité à passer rapidement d'un système d'étirement à un système de poussée ou de relâchement du muscle. Voilà, à présent on dispose de manières de bouger, des manières de se poser plus en flexion ou plus en extension. On dispose d'exercices qui favorisent la flexion ou l'extension. Reste à savoir quel exercice favoriser selon le moment d'une personne. Eh bien, pour répondre, il faut se poser la question du rapport entre l'interne et l'externe. Qui dirait qu'un aérien a besoin d'être tout le temps en rebond et qu'un terrien a besoin d'être tout le temps en poussée, alors devrait justifier qu'un aérien, par exemple, ne va jamais au bout de ses forces. Un aérien a le droit, ça lui arrive même régulièrement, de se faire mal au mollet, de se faire mal au tendon d'Achille. On ne va quand même pas, on n'est pas fou, continuer dans ce cas-là à travailler dans un système aérien. Le travail des forces ou des faiblesses est une compétence aussi importante que la capacité à repérer des manières de bouger, tout à fait différentes. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que la personne va bien? Elle n'a pas de difficulté, elle n'a pas de blessure. Si elle n'a pas de difficulté, pas de blessure, on a tendance à favoriser les forces. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que est-ce que l'objectif sportif, s'il y en a un, il est bien adapté à la motricité? Comprenez bien que pour un aérien, courir en aérien, donc à la verticale, sur le sable mou, c'est pas super génial. Et donc dans ce cas-là, il va devoir se fondre à ce qu'est l'environnement, il doit respecter les besoins de l'environnement et devenir plus terrien que lui-même. J'ai pas dit qu'il fallait que son sacrum vienne raser le sol. On part toujours de la personne elle-même, ça s'appelle la sphère de développement de sa propre motricité. Il passe à l'étape d'après. On a tendance, avec nos têtes, à venir exagérer. Un peu plus en flexion sur un sol plus mou, c'est assez logique. Et un peu plus en extension sur un sol plus élastique, c'est aussi assez logique. On n'imagine pas un coureur de 100 mètres faire une performance aujourd'hui de haut niveau sans rebondir. Donc il peut être terrien comme Blake et être dans les meilleurs, mais il doit apprendre d'une manière ou d'une autre à rebondir, c'est-à-dire à respecter l'esprit de son environnement, l'esprit de son lieu, l'esprit de sa discipline. Le sport dicte les lois, le corps dicte les besoins. Alors je vous propose un petit arbre décisionnel. Si la personne va bien et que l'objectif colle bien avec sa motricité, eh bien on travaille dans ses forces, 100%, ou alors on va faire, pour garder un corps un peu adaptable, 75% dans les forces, puis 25% dans le côté opposé. On n'aime pas le 50-50, tout simplement parce que pour nous, 50-50, c'est le royaume de l'incompétence, c'est une incapacité à prendre une responsabilité pour dire « je considère que je vais aller plutôt dans ce sens » ou dans l'autre. La diversité, c'est très bien, surtout au moment où on ne sait pas quoi faire. Mais par le moment où on a pris une responsabilité, on va plutôt orienter vers l'extension ou plutôt vers de la flexion. Si l'objectif ou le moment sportif impose de développer le côté opposé, imaginez par exemple un tennisman qui est complètement en arrière et puis dans la flexion, et le coach décide, c'est toujours le coach qui a raison là-dessus, c'est lui qui connaît le technico-tactique. Eh bien, si le coach décide qu'il doit être capable de s'engager vers l'avant, il va falloir qu'il puisse engager ses épaules, qu'il va falloir qu'il aille se poster vers l'avant, et bien là, il a beau être terrien et puis il a beau être en flexion, puisqu'il y a une décision technico-tactique qui l'amène vers l'avant, en posture, eh bien il va falloir lui amener à développer son critère plus aérien, même s'il est terrien. Il suffit juste d'une prise en compte des qualités de l'un interne et des besoins de l'autre externe, le jeu. Eh bien, on le fait. Mais on ne va pas à la hache. Simplement, on va progressivement dans la zone qu'on appelle la zone proximale de développement. On peut devenir autre de soi, mais toujours à partir de soi. Le squat profond, c'est pas pour tout le monde. On a le droit de faire du quart ou du demi-squat, il me semble, pour pouvoir s'engager vers l'avant. C'est toujours là, on n'est plus en mode bûcheron, on est en mode dentelière. On part des besoins de la personne et on va à l'étape d'après, selon les besoins de son objectif. Maintenant, si la personne va mal, type blessure, on se demande si elle est par exemple en excès d'extension, 8 cas sur 10, ou alors si c'est plutôt un excès de flexion qui vient souvent d'un excès de fluidité. S'il y a un excès d'extension, on favorise les exercices de flexion pour amener la motricité vers le système fonctionnel le long de ce que vous voyez devant vous et qu'on appelle ce curseur des motricités. On rend donc la personne, écoutez bien, plus terrielle qu'elle-même à ce moment de l'histoire. Si à l'inverse, la personne elle souffre d'excès de flexion, fluidité, eh bien on favorise le long du curseur les mouvements plus aériens qu'elle-même, de nouveau en choisissant toujours sa zone
proximale de développement. On ne va pas imposer des rebonds verticaux d'1 mètre à quelqu'un qui n'est pas fait pour faire du rebond. Le technicien a donc une double expertise, repérer les motricités, choisir les techniques, ici les exercices, mais on pourrait aussi parler des semelles, on pourrait parler des chaussures, on pourrait parler du choix des matériaux, on pourrait parler des consignes qu'il convient de favoriser compte tenu de la situation, de l'objectif et du fait que mon sportif soit en santé ou ne le soit pas. Le tout dans les propositions par métier s'inscrit le long du curseur des motricités. La survie d'un animal, c'est toujours la rencontre de ses compétences internes et des conditions externes. Agir, c'est se transformer, c'est capable de se changer, c'est se respecter, mais se transformer, et c'est aussi transformer son environnement. Voilà. Ainsi se termine notre petit tour d'horizon des préférences motrices pour les nuls. Les préférences où on pourrait dire réellement, parce que vous l'avez compris il me semble, c'est une autre manière d'aborder, une autre manière de conseiller la personne en mouvement. Il n'y a plus de modèle unique, il y a des besoins, il y a des objectifs et il y a l'interfaçage entre ces besoins et l'objectif. Ça s'appelle la compétence dans les choix pédagogiques qui sont faits. On termine par 2 exemples concrets pour l'illustrer. Alors, premier exemple, eh bien, vous voyez cette coureuse, qui est une spécialiste de 100 mètres. La quasi-totalité des gens qui viennent de l'athlétisme ont été développés en système élasticité et, quand il y a eu des blessures, sont passés dans un système plutôt de rigidité. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements plus verticaux. Donc, c'est une sprinteuse de haut niveau qui a eu des fractures de fatigue du coboïde à répétition. Vous voyez que quand elle court, on entend, on voit que c'est lourd. À force d'extension, elle a dépassé l'élasticité. Elle était plutôt faite pour la pousser au départ. Elle a dû, dans un premier temps, développer son élasticité. Ensuite, la courbe l'a amenée du côté de la rigidité. Il est temps, et là je vais insister, pour pouvoir la ramener dans l'élasticité. On a bien dit que pour le système attelé, l'élasticité a de l'importance. Donc la moyenne a été trouvée par les entraîneurs d'athlètes, mais simplement, compte tenu d'où est cette sportive, eh bien, elle a besoin d'exercices de flexion, elle a besoin d'exercices de poussée, elle a besoin que son corps redevienne plus fluide pour passer de la rigidité à l'élasticité. Et donc, dans son cas, on va pour un temps ne plus la faire rebondir et ramener notamment de la mobilité, du gainage et de la poussée pour qu'elle puisse redevenir une sprinteuse performante ou tout du moins une sprinteuse qui n'est pas blessée. Deuxième cas, ben là c'est le cas inverse. C'est un sportif qui est arrivé ici dans notre laboratoire, qui n'était pas du tout performant dans ses courses de BMX. Quand on le voyait sur le BMX, on voyait qu'il avait beaucoup de mal. On voyait des genoux qui rentraient sur l'intérieur, ce qui s'appelle un valgum. En fait, il n'arrivait pas à produire de la force dans son vélo. Dès qu'on l'a mis ou qu'on l'a vu sur un vélo qui était beaucoup plus grand, donc là c'était plutôt un VTT, on a vu que cette fois les genoux s'alignaient, donc il s'approchait du système qui était le sien. C'est un aérien avec un corps haut placé, un centre de masse haut placé, des grandes jambes qui fonctionnaient en système rebond. Simplement, il ne l'avait pas encore trouvé. Son vélo était beaucoup trop petit. On lui a fait une prépa physique 100% aérienne et on lui a proposé d'acheter un BMX beaucoup plus grand. Il faisait 1m79, 1m79 et on l'a proposé de prendre le plus grand vélo qu'il pouvait trouver, c'était 1m93. Il est passé de 43 à 44e sur 45e dans ses courses. Et ça s'est fait en 3 semaines. Quand on n'a pas trouvé la préférence, ça va très très vite, à 13, 14e le long de ses courses. Voilà comment, là, on redéveloppe une préférence, donc quelque chose qui convient bien à la personne, quand on n'a pas encore trouvé qui on était. Donc vous comprenez bien qu'on peut parfois travailler dans ses préférences, parfois travailler à l'opposé, selon le moment de notre carrière, de notre histoire sportive et selon l'objectif qu'on se donne. Voilà, par quelques exemples, les prises en compte de besoins différenciés, plus en flexion, plus en extension, terrien ou aérien, pour individualiser les soins, les métiers et les performances par les préférences motrices.